Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine d'information La Totale dimanche. Au sommaire de ce magazine, depuis l'accident tragique de 6 kilos, les acteurs du transport routier sont sous les feux des projecteurs. Des questions se posent sur leur conduite sur la route, en particulier leur niveau de formation et leur discipline. Pour beaucoup d'observateurs de ce secteur ici au Sénégal, les conducteurs de taxis ou de véhicules de transport en commun de manière générale ne sont pas sortis d'une école formelle. La gare routière ou les gares de manière générale restent leur unique centre de formation. On en parle tout à l'heure. Et Coin Éco également s'y colle l'économie des transports et des accidents routiers en question, la perte de vie et de moyens de subsistance, les handicaps causés, le chagrin et la douleur des familles ainsi que les coûts financiers engendrés par les accidents de la route représentent un fardeau intolérable pour les familles, les communautés, les sociétés, également les systèmes de santé, mais pèsent également lourd sur notre économie. On en parle dans Coin Éco tout à l'heure. Également dans Bouillon Culture, la culture du volant au menu. Aïssatou Kane a d'ailleurs rencontré pour nous Mor Diop. Il s'agit d'un père de famille retrouvé à Sam et qui s'y attelle depuis près de 53 ans. Il revient sur son parcours en tant que conducteur, mais aussi les difficultés liées à son métier. À suivre tout à l'heure. Dans Confraternellement ce soir, transport en commun, comment mieux former les chauffeurs de transport public. C'est l'une des mesures phares prises au lendemain de l'accident de 6 kilos ayant causé la mort d'une quarantaine de personnes. La création d'une école de formation et de perfectionnement au métier de conducteur de véhicules de transport public. Si la mesure n'est pas si cette mesure n'est pas à court terme, les transporteurs l'approuvent mais appellent à mieux encadrer ce secteur. Dans certaines gares routières de Dakar, les premières mesures prises par l'État du Sénégal pour lutter contre les accidents sont déjà respectées par certains. C'est un reportage signé Amadou Bari. Horaire Cœur Serigne Touba de Colobane, l'une des vieilles gares de fortune de Dakar. Ici, embarquent des centaines de personnes au quotidien pour la ville sainte de Touba et les localités environnantes. À raison de l'interdiction de circuler de 23h à 5h du matin pour les véhicules qui assurent le transport interurbain, le bus quitte ici désormais chaque jour à 14h. Celui-ci doit embarquer dans moins d'une heure. Apprentis et coxeurs s'attellent au dernier réglage. Modou Mamoun Touré est le responsable de la gare. Il dit être en phase avec la plupart des 23 mesures prises pour lutter contre les accidents. Mais il dénonce ce qu'il appelle une certaine précipitation de l'État. 100%. Nous sommes pour ces mesures à 100% de l'État, pour la création d'un centre de formation et de perfectionnement pour les conducteurs de transport en commun. Mais nous avons toujours été initiés à la conduite sur le tas et pourtant, nous sommes loin d'être des chauffards. Certes, l'apprentissage de la conduite était plus rigoureux et les chauffeurs apprenaient à être plus prudents. Cependant, relativise-t-il, l'un n'exclut pas l'autre. Comme toujours, les apprentis peuvent continuer de se former sur le tas et se perfectionner dans les centres dédiés. Pour moi, il faut apprendre le b.a.-ba sur le tas et aller se perfectionner dans les centres de formation. C'est là-bas où on doit encadrer les conducteurs pour leur inculquer la différence entre la conduite d'un véhicule simple, un bus et un poids lourd. Cette formation facilite l'apprentissage. Cet ancien chauffeur reconverti receveur ne dira pas le contraire. Pour lui, l'État a longtemps été laxiste dans l'octroi de permis de conduire. Il invite les autorités à lutter plus efficacement contre l'opacité autour du secteur. Nous sommes loin d'être contre les auto-écoles. Ce que nous recommandons, c'est le renforcement des procédures d'octroi de permis de conduire. Nous savons tous qu'il existe des pratiques non avouables autour de ce processus pour se faire délivrer le permis. Tout ça, l'État laisse faire. Pour lui,
C'est un mauvais procès qui est fait tout simplement contre les conducteurs de véhicules de transport en commun. Ce chauffeur originaire de Touba pointe du doigt le mauvais état de route comme l'une des raisons de la recrudescence des accidents. Nous faisons face à d'énormes défis sur nos routes. Hormis Dakar, nous avons des routes étroites et le chassé-croisé est parfois difficile. En outre, on n'aménage pas des aires de repos et de contrôle pour les forces de l'ordre. C'est comme si on veut régler tout de suite sur la route. Très critique à l'égard de l'État, Ndiaye accuse celui-ci d'avoir une part de responsabilité sur la précarité dans laquelle évoluent la plupart des conducteurs de transport en commun au Sénégal. Le chauffeur n'a ni congé, ni retraite, ni salaire de base, ni sécurité sociale. Tout se passe dans l'opacité totale et c'est ce qui encourage la précarité. Tous les acteurs sont au courant, mais nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous méritons d'être embauchés, d'être sécurisés comme tout autre travailleur. Chaque bus doit avoir au moins 2 chauffeurs pour qu'ils puissent se relayer. Avec une réglementation stricte du secteur, ces conducteurs estiment qu'il y aurait moins de morts sur nos routes. En attendant, dans cette gare, on tâche tant bien que mal de se conformer aux nouvelles mesures prises au lendemain de l'accident de Kaffrine. Place maintenant à Coin Éco qui se colle à cette actualité liée au secteur du transport, transport et économie. Le transport, oui, un secteur vital. Il fait entrer dans les caisses de l'État beaucoup d'argent, à peu près 15% du produit intérieur brut. Mais à cause de ces accidents de la circulation, une perte importante qui tournerait autour des 170 milliards de francs CFA est enregistrée par an. Et pour le directeur général de l'ANASER, les 23 mesures prises lors du conseil interministériel par le gouvernement permettent non seulement de rectifier le tir, mais également de réduire les pertes en recettes. Le sujet Coin Éco de cette Total Dimanche est signé Mme Abdougaye Kassé. Le secteur du transport occupe une place prépondérante dans l'économie nationale. Il participe globalement à près de 15% dans le produit intérieur brut, révèle le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière. L'économie du transport peut être appréciée à travers sa contribution sur le produit intérieur brut, le PIB, et les calculs qui ont été faits donc, avec les services du ministère des Finances. Donc, la prévision, donc la contribution du secteur des transports se chiffre à 6% du PIB. Donc, si on prend les infrastructures et le transport, maintenant, si on englobe tout le transport, ça veut dire transport terrestre, transport maritime, transport aérien, on se situe à plus de 12 à 15% du produit intérieur brut. Sikilo, Sakal, des noms de localités à jamais associés à des tragédies routières. Les accidents de la circulation font perdre à l'économie nationale par année la bagatelle de 170 milliards de francs CFA ou presque, soit 2% du produit intérieur brut. Alors, l'évaluation qui a été faite avec certains partenaires au développement, on évalue donc les pertes des externalités, on va dire, négatives dues aux accidents de la circulation à près de en tout cas un peu moins de 2% du produit intérieur brut, donc à plus de 160-170 milliards par an. Après les 2 derniers accidents meurtriers de la route, l'État a pris une série de mesures, 23 précisément, à l'occasion du conseil interministériel avec des syndicats de transporteurs. Des mesures à l'origine de la grève de ceux-ci, mais qui sont fondamentales pour limiter le nombre d'accidents et par ricochet augmenter les recettes, explique le patron de l'ANASER. Non seulement ça pourrait atténuer le nombre d'accidents sur nos routes, si on parvient effectivement à réduire le nombre d'accidents, le nombre de blessés et le nombre de tués, forcément et mathématiquement, vous allez voir que le coût de l'externalité négative de moins de presque 163 à 170 milliards sera un gain. Donc, donc on va économiser donc, cette perte-là, ce qui va se traduire véritablement par
par un gain. Donc c'est très rentable d'investir dans la lutte contre l'insécurité routière. Au-delà de leurs aspects dissuasifs et économes, les mesures prises permettent également de préserver la population active des accidents de la circulation. Au Sénégal, c'est le sujet de Coin Éco de ce soir et pour en parler aujourd'hui, le chroniqueur et l'expert, doyen Mamadou Ndiaye, bonsoir. Expert. Bonsoir, Laura. Alors, on va parler de l'économie des transports au Sénégal. Les transports, comme nous le savons tous, irriguent l'économie du Sénégal. Mamadou Gaye-Kassé l'a mentionné tout à l'heure dans son sujet. Des personnes, mais également des biens se déplacent grâce à ce maillage de tout le territoire national. Des échanges également qui font augmenter les flux et la qualité également des routes. Les infrastructures sont bien évidemment là. En revanche, les accidents persiste. La preuve, l'accident de 6 kilos, l'accident également récemment de Sakal. Aujourd'hui, quel est le poids de ces accidents-là, ou plutôt, avant de parler de ces accidents, du transport dans notre économie ou dans une économie donnée? Oui, alors, comme vous l'avez dit dans votre introduction, les transports irriguent l'économie de ce pays. Donc, c'est un rôle important que joue effectivement ce secteur. Mais parce qu'il est mal canalisé, parce qu'il est mal organisé et parce qu'il est mal structuré, il impacte négativement aussi la marche de l'économie sénégalaise en raison justement des accidents. Et récemment, nous avons enregistré justement des accidents très dramatiques, notamment à 6 kilos, avec quelque chose comme 42 personnes tuées. Et plus récemment encore à Sakal, donc à Nguensar, avec une vingtaine aussi de tués. Ça devrait être un point de choc, n'est-ce pas, qui devrait à la limite même nous remettre en cause et en question, voir également qu'est-ce qui ne marche pas dans notre pays par rapport au système du transport. Il est bien évident que ces dernières années, il y a eu un accroissement, n'est-ce pas, du trafic routier en raison de l'importation des voitures, mais en même temps aussi de l'augmentation des gens conducteurs de leur propre voiture. Il y a aussi peut-être que les moyens de transport étant dans une situation un peu alambiquée, il y a eu donc des concurrences déloyales de ce qu'on appelle les wargaïnés, de ce qu'on appelle les transports clandestins, mais également des transports tous azimuts, donc qui à la limite même embrouillent un peu le système au point qu'on ne sait plus qui est professionnel du transport et qui ne l'est pas. Si bien donc c'est très difficile de quantifier un peu l'apport du transport donc à la formation peut-être du PIB et à la formation de la croissance dans ce pays-là, mais au moins quand même, quand on voit le nombre d'accidents, quand on voit les personnes affectées, quand on voit aussi les familles qui sont impactées, quand on voit, n'est-ce pas, les services qui sont eux-mêmes peut-être impactés négativement en raison du décès peut-être de certains agents, ou bien des blessures presque irrémissibles de certains autres agents, on sent nettement que de plus en plus de personnes sont handicapées, mais de plus en plus de familles également qui dépendaient justement d'un acteur ou d'un actif sont devenues également déshéritées, et tout ceci, c'est parce qu'effectivement le transport n'est pas organisé et bien qu'il y a encore un impact négatif justement au plan social et au plan économique. Voilà, et malgré ces impacts-là, cet effet-là, et le secteur qui est informel bien sûr, aujourd'hui, quelle est la possibilité d'évaluer l'apport du transport-là dans la formation du produit intérieur brut? Alors, première chose, il faut qu'on sache quel est le point d'entrée des véhicules qui viennent au Sénégal. Au moins, de ce point de vue-là, si peut-être il y a une rigueur dans l'importation des véhicules, il y a possibilité donc de détecter des voitures qui arrivent défaillantes et qui sont réinjectées dans le circuit du transport simplement par, la débrouillardise des mécaniciens sénégalais ou alors des conducteurs. Donc, le point d'entrée doit être réglé. Autrement dit, distinguons les véhicules neufs, distinguons les véhicules moins neufs, mais distinguons également les véhicules vétustes, venus de France, venus d'Espagne, venus d'Algérie, venus peut-être des pays de l'Italie par exemple, et qui sont admis. Ça c'est un aspect. Comment se fait-il qu'un véhicule qui a plus de 20 ans d'existence arrive au Sénégal, on s'organise pour que le véhicule puisse circuler, et en même temps aussi ce même véhicule qui n'a pas été inspecté au plan technique, je veux dire de façon formelle, reçoive également une assurance. Parce que la compagnie d'assurance, quand même, ne serait-ce que pour peut-être permettre à ce véhicule d'être en règle avec la police d'assurance, devrait souscrire justement cette même police d'assurance. Si bien donc,
soit il y a des complicités à différents niveaux, soit donc il y a une légèreté peut-être des services qui devraient s'occuper de ces aspects-là, ou alors peut-être il y a une nonchalance de l'administration peut-être fiscale pour ne pas peut-être travailler en amont et en aval pour extraire justement ces véhicules à la limite qui sont des tombeaux morts. Parce que quand même un véhicule vétuste, c'est peut-être un danger de mort. Et quand vous multipliez le nombre de véhicules vétustes par le nombre, d'accidents dans ce pays-là, vous imaginez sans doute le coefficient peut-être de mortalité effectivement qu'engendrent justement ces véhicules-là. Voilà, c'est un secteur très difficile à organiser. La preuve, les récentes mesures issues du Conseil interministériel posent problème, les grèves des transporteurs qui s'opposent à ces mesures-là. Un système organisé mais décrié par les acteurs eux-mêmes. Aujourd'hui, comment faire pour instaurer une économie robuste pour ce secteur-là au Sénégal? Mais d'abord, il faut que le secteur public également soit bien renforcé. L'État doit prendre en charge justement le transport public. C'est son rôle et c'est son devoir. Pourquoi? Parce qu'on constate effectivement que quand on confie tout au privé, voilà la catastrophe. Alors si maintenant l'État qui a maillé le pays, qui est en train de construire des routes, qui est en train de progresser justement vers les zones les plus reculées, ça signifie donc au moins qu'il y a une dimension d'acquisition d'éléments de progrès pour toutes les populations sénégalaises. Donc il reste maintenant l'élément mobilité pour permettre à ces populations aussi de se déplacer ou de faire déplacer leurs produits et leurs marchandises. Alors ça signifie quoi? Ça signifie donc que l'État, en instaurant un système public de transport, permettrait sans doute au secteur privé d'occuper un créneau, mais de ne pas également être assujetti aux humeurs justement de ce secteur privé-là. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, le secteur privé, il est en grève, les usagers ne peuvent pas se reporter sur le transport public. Alors que s'il y avait un transport public efficace, flexible, fluide, ça permettrait peut-être à des gens de s'adapter le temps d'une grève du secteur privé, de s'adapter au secteur privé et d'y aller. Mais maintenant, il faut qu'il y ait un retour à la case départ parce que quand même l'expérience du début des indépendances jusqu'aux années 80 avant l'ajustement structurel, c'était que le pays avait un système de transport plus ou moins acceptable. Il y avait, par exemple, les différentes sociétés de transport, notamment la Sotrac et plus tard Dakar Dem Dikk, qui commençaient même peut-être aussi à dire je ne me limite pas simplement à la région de Dakar. Je veux peut-être aussi faire profiter des conforts de voyage à un certain nombre de ressortissants sénégalais dans les régions. Et on allait plus loin à Kédougou, on allait à Tambacounda, on allait à Bakel, on allait à Kidira, on allait au Fouta. Par conséquent, ces gens également découvraient que peut-être il y avait une certaine modernité dans le transport et dans le déplacement. Ça atténuait donc les fatigues, les longs voyages et interminables alors à travers peut-être des voitures peut-être qui n'avaient pas peut-être cette fonctionnalité-là. Mais donc, il y a possibilité d'un retour au transport public et ça permettait donc de réguler la circulation et la fluidité donc, de la circulation. Surtout que maintenant, de plus en plus, on dit un véhicule neuf qui va coûter peut-être 10 millions vaut mieux qu'un petit véhicule qui vient, mais en même temps aussi peut-être qu'il y ait une menace pour la vie des personnes. Oui, exactement. C'est donc un manque de cohérence, comme vous venez de le souligner, qui se traduit également par des pertes de gains économiques, surtout de temps et de ressources. Mais aujourd'hui, faut-il sérier ces modes de transport-là en fonction de leurs spécificités respectives? Oui, vous savez, les Sénégalais sont très ingénieux. Un véhicule est acheté en Allemagne, il arrive à Dakar, parce qu'en Allemagne, l'usage du véhicule ne touchait pas peut-être au bagage, ne touchait pas au transport des personnes, mais arrivé à Dakar ou au Sénégal, on l'adapte, il transporte du personnel et en même temps aussi il transporte des bagages. Donc on a réadapté ce véhicule à des fonctionnalités plus ou moins sociétales au Sénégal. Alors là, c'est une aberration et un paradoxe. Parce que quand même, à l'origine, ce véhicule n'était pas destiné à ça, mais en même temps aussi, peut-être les ingénieurs qui l'ont conçu n'avaient pas intégré effectivement cette dimension de charge en haut et puis aussi d'occuper peut-être l'espace par des places passagères. Donc ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, il y ait peut-être une rigueur dans cette cohérence qui est souhaitée, de façon à ce que peut-être les bagages soient transportés par des véhicules assermentés ou par des véhicules peut-être dédiés, et que les personnes aussi soient transportées par des véhicules donc d'une autre typologie. Si bien donc que passagers et bagages ne voyageraient pas ensemble. Ça permettrait sans doute de donner une bonne fluidité, une bonne circulation peut-être ou alors une bonne mobilité donc des véhicules et des populations. Et à l'arrivée, il y a plus de sécurité, il y a moins de morts sur les routes parce que les véhicules sont fonctionnels et les véhicules sont neufs, mais en même temps aussi peut-être il y a des gains qu'on acquiert, il y a aussi des avantages que les uns et les autres que ça procure à ces populations-là. Et encore mieux, les chauffeurs
et les apprentis. Moi, je ne conçois pas dans un véhicule de transport en public comme disent qu'il y a un apprenti. Parce qu'un apprenti, il doit aller à l'école pour apprendre, justement. Il ne doit pas être au basket du véhicule pour qu'à chaque occasion, on lui donne la possibilité peut-être de conduire pour 50 mètres, 100 km, un véhicule avec 70 personnes à bord. C'est là un danger. Il faut que peut-être tous ceux qui sont dans le véhicule soient peut-être des as du volant, c'est-à-dire qui ont fait des formations, qui ont obtenu une licence ou peut-être un permis de conduire en bonne et due forme, et qui sont peut-être les garanties justement de la sûreté et de la sécurité sur la route au point de passage obligé, ou bien peut-être dans les ponts bascules, ou alors peut-être dans les aires de repos. Justement, donc ce plan-là multimodal dont vous parlez, répond-il réellement aux besoins croissants qui se posent dans ce secteur-là pour les populations des villes et pour l'économie également? Mais Awa, savez-vous que les Sénégalais, pour eux, le seul mode de transport, c'est la voiture, c'est la route. Alors que peut-être, le Sénégal quand même est arrosé par des fleuves et de grandes rivières, sans doute aussi des lacs. Mais il y a aussi peut-être le rail. Et puis donc, il y a les bateaux. Mais en même temps aussi, peut-être le Sénégal, dans chacune des régions, a un petit aérodrome qui peut recevoir peut-être de petits aéronefs. Par conséquent, les Sénégalais, ils doivent aujourd'hui diversifier leur culture de déplacement pour intégrer peut-être maintenant ces autres modes de déplacement. Quand vous prenez un train jusqu'à son point final, le reste peut être peut-être maintenant relayé par des véhicules, ou alors si peut-être ça arrive à un point où même les voitures ne peuvent y aller, c'est la pirogue ou peut-être des pirogues motorisées ou peut-être d'autres moyens fluviaux. Mais le Sénégal, il sent que peut-être il y a une fonctionnalité peut-être intégrale des différents moyens de transport. Vous prenez la route, vous prenez peut-être après l'avion, ou vous prenez l'avion, vous prenez la route, après vous prenez le fleuve, ou vous prenez la mer. Donc, en fait, cette multimodalité permettrait sans doute une bonne fonctionnalité donc, du transport dans ce pays-là, si bien que les Sénégalais auraient plus de choix et moins de stress à ne voyager que par la route, parce que la route, jusqu'à présent, en tout cas, elle tue et elle est dangereuse. Justement. Et la vétusté également des moyens de transport demeure aussi un danger. Cela constitue également un frein à l'essor économique que pourrait rapporter ce secteur-là à notre économie, bien sûr. Mais parfaitement, parce que ne serait-ce qu'en donnant simplement peut-être les impactés des accidents. Ça coûte entre 175 milliards et 250 milliards de francs CFA en termes de dommages corporels. Vous imaginez, mais c'est immense. Or, si peut-être il y avait plus de sûreté sur les routes et il y avait plus de sécurité sur les routes, c'est-à-dire que les dangers sont cernés, mais en même temps aussi peut-être on peut faire face aux dangers quand ils surviennent subitement, et en même temps aussi peut-être il y a une bonne traçabilité des routes de façon à ce que peut-être le danger en amont et en aval il est encadré, ça permettrait d'atténuer donc les risques d'accident, et certains véhicules pourraient ne pas être autorisés à circuler la nuit ou le jour en fonction peut-être de leur danger. C'est anormal qu'un véhicule transportant de l'essence ou du gasoil circule le matin à côté justement des cars transportant des élèves à l'école. C'est anormal, ou bien peut-être les particuliers au volant de leur voiture. Donc il faudrait que ce soit organisé de façon à ce que par métier ou bien par secteur d'activité, il y ait moins de présence des camions citernes, surtout quand ils transportent justement des produits inflammables, que ça ne soit pas peut-être le jour, mais pire encore, les voitures chargées de déchets des ménages. Mais vous imaginez comment ça incommode les populations, sans compter aussi le bruit strident peut-être qu'ils développent à travers la pollution sonore, la pollution fumée et autres. Donc, à mon avis, si on régule, si on module, si on discipline, il y a que les Sénégalais peuvent peut-être y voir un confort, et probablement même un réconfort. Après, ils diront, mais pourquoi on n'a pas songé à cela depuis le début? Pourquoi on n'a pas songé à cela un peu plus tôt? Ça permettrait donc à tout le monde de voyager avec beaucoup de sûreté, de voyager avec beaucoup de sécurité et d'arriver en bon port avec toute son intégrité physique. Voilà, discipliner un secteur, vous venez de le dire, avec les acteurs et aussi les usagers. Le rail, vous l'avez mentionné tout à l'heure, peut-il soulager aujourd'hui la route pour une fluidité de la circulation malgré un afflux d'usagers asymétrique? Mais savez-vous que le TER, qui est une distance de moins de 80 km, d'ici à Diamniadio, je pense. Mais tous les usagers du TER plébiscitent le TER. Peu importe peut-être que ce soit à des fins politiques ou autres, mais au moins du point de vue du confort et de la mobilité, ceux qui empruntent justement le TER, ils voient un énorme avantage. Pourquoi? Parce que peut-être d'abord,
un gain de temps parce qu'ils vont à l'heure et ils arrivent à l'heure. Ils sont moins en retard, par conséquent, ils sont moins pénalisés dans leur entreprise. Donc là, c'est l'économie qui gagne du point de vue justement de la ponctualité des agents au niveau justement de leurs entreprises respectives. Deuxième chose, la sûreté y est. Le confort également y est. Et puis en même temps aussi, maintenant, de nouvelles affinités se développent. Vous prenez quelqu'un qui habite Mbour ou bien un autre qui habite Thiès ou Bambey, ils amènent leur voiture jusqu'à Diamniadio, ils les garent là-bas et ensuite ils prennent le terre. Donc il y a moins d'encombrement des véhicules justement sur la petite presqu'île de Dakar, simplement parce que en confinant leur véhicule à Diamniadio, on allège un peu peut-être l'engorgement des véhicules au niveau de Dakar. Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, regardez aussi la circulation sur l'autoroute à péage ou bien peut-être sur les routes secondaires. Il y a moins de véhicules aux heures de pointe parce que simplement, le tiers également soulage donc, la route. Mais on pourrait prolonger justement cet effort et ce confort par la prolongation effectivement du rail jusqu'à des villes, anciennement des villes, disons, ferroviaires, notamment Guinguinéo, je ne sais pas, Kaolack, ou bien peut-être, j'en oublie, jusqu'à Kumpentoum et peut-être Tambacounda. Donc, il y a des gens qui pourraient même habiter à 150 km de Dakar si seulement le rail était efficient, si seulement le rail était efficace. Je vous assure qu'ils n'auraient pas habité Dakar, ils n'auraient pas non plus laissé leur famille habiter Dakar. Donc, ça décongestionnerait Dakar parce que ça donnerait donc de la viabilité économique à certaines régions où il y a de l'attractivité, où il y aura une population accrue avec un pouvoir d'achat accru, et ça permet donc à ces régions quand même de renaître un peu et de rejaillir justement sur le comportement des gens, parce qu'effectivement il y a un pouvoir d'achat qui se diffuse à l'échelle justement la plus petite dans le pays. Également, en plus de fluidité sur nos routes, mais concrètement, quelle rectification apporter aujourd'hui pour une fluidité de la circulation malgré les interconnexions efficientes? À mon sens, si la qualité des routes est plébiscitée, y compris par tous les conducteurs, il faudrait maintenant, de façon conséquente, que la vétusté des véhicules soit complètement élaguée. Ce n'est pas raisonnable que sur une route confortable, il y ait encore des guimbardes justement qui circulent. Il faut peut-être qu'il y ait une volonté des pouvoirs publics de stopper quand même peut-être ces dangers de mort, ne serait-ce que maintenant en préconisant des politiques assez souples pour permettre peut-être à ces conducteurs qui ne savent pas qu'en vérité, eux-mêmes ils sont en danger, de bénéficier sans doute peut-être d'un certain nombre d'appuis financiers pour acquérir des véhicules un peu plus modernes, un peu plus confortables et un peu plus sûrs et un peu plus sécures. Si bien donc que peut-être ces conducteurs-là, eux-mêmes, ça changerait peut-être leur mentalité et leur mode de vie, mais en même temps, quand ils acquièrent du neuf, comme me l'a dit un jour un Joben, il m'a dit, j'ai jamais conduit un véhicule neuf, mais donnons-lui l'occasion justement de conduire un véhicule neuf. Moi, je suis prêt à l'amener à la C'est sûrement un giant, mais avant de terminer justement, en termes de projection, l'avenir de l'économie des transports se présente sous quel trait aujourd'hui? Mais d'abord, nous ne sommes pas seuls. Gardons-nous de croire que le Sénégal est un pays isolé. Nous sommes dans un espace d'intégration dont le processus est enclenché depuis au moins une trentaine d'années. C'est-à-dire c'est l'espace CEDEAO, c'est l'espace CEAO. moi je veux dire. Par conséquent, ce que nous développons ici comme infrastructure de base, ça ne peut être qu'en jonction avec peut-être ce qui se développe au Mali, au Burkina Faso, en Mauritanie et peut-être un peu plus loin en Côte d'Ivoire. Donc si nous sommes dans cet effort collégial, devrais-je dire, de ces pays-là, ça permettrait peut-être au moins de réguler le système du transport, de permettre aux Ivoiriens d'exporter peut-être leur cacao vers le Sénégal, et inversement le Sénégal pourrait exporter justement des produits du cru vers la Côte d'Ivoire. Et donc l'échange entre ces différents pays par le biais du transport, donc des véhicules ou des camions transportant ces produits-là, ça permettrait peut-être au moins d'accroître le flux et d'accroître sans doute les moyens d'échange entre les différents pays, et on découvrirait notre Interland simplement parce que peut-être que le transport se sera développé, surtout par le rail. Parce que quand le rail arrive à la hauteur du Mali, il s'arrête là-bas. Dans un autre pays, peut-être il y a une faiblesse du rail, mais c'est la route qui prend le relais. Quand vous prenez peut-être la voiture jusqu'au Mali et ensuite vous longez vers Lomé, vous n'êtes pas très loin du Ghana. Par conséquent, le rail de Lomé peut aller jusqu'au Ghana et déposer là-bas peut-être des marchandises, et sur le chemin du retour également, prendre des marchandises qui sont utilisées ou bien qui sont demandées par les Togolais, par des Maliens et éventuellement par les Sénégalais, dès lors que c'est une destination finale. À mon avis, il y a une intelligence collective qu'il va falloir mettre en mouvement, ne serait-ce que pour peut-être permettre au transport de sortir effectivement de ce guêpier où il n'y a que des morts qu'on enregistre depuis quelques années, et franchement, ça à un moment donné même, ça commence peut-être à lasser les opinions qui sont indifférentes de plus en plus face à
à la mort, qui est une épreuve très difficile pour l'ensemble des... Un laxisme qui nous coûte très cher. Et qui nous coûte trop cher, qui coûte à l'économie également trop cher. Merci beaucoup, doyen Mamadou Ndiaye, le chroniqueur économique expert aujourd'hui en économie des transports. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. On se retrouve donc tout à l'heure après le bulletin d'information de 19h45 pour la suite de votre Total Dimanche. À tout de suite. Dans cette silhouette longiligne, le visage frappé par un coup de vieux, dès que les souvenirs de son parcours remontent à la surface, des larmes coulent. Du haut de ses 70 ans, la réussite dans ce métier ne le sourit toujours pas malgré les efforts. ñàkk ku ma dimbali rek man ba mu duggee Ndakaaru ba léegi maa ngi liggéey te mënuma réussir bu dégg bëccëg maa ngi liggéey waaye nag lii la ko yàlla dogalee pour ma avancer daal maa ngi njëkk a yore benn 504 waaw compteur waaye bi may lang damay liggéey ci biir ñaari fan wàcc moon cité bee ñaari fan soo moroom yi liggéeyu naan borom ñaari woto yi ma bàyyi benn ba ma daal maa ngi liggéey te mënu ma am rek. À 17 ans, à la fleur de l'âge, son frère lui a balisé le terrain, passant ainsi d'apprenti à chauffeur de taxi. waaw gi laa jàngi dawal soit déggoo may na 68 laa jëkk a ñëw fii ñibbi ba ma ñëwee 109 ma dem di ko paas fële ca Castor foofu laa du liggéey ñeenti fan laa fa liggéey bàyyi neel woto laa bëgg boobu sax man suñu famille yëpp woto la ñu yore waaw léegi ma jëm 70 laa commencé apprenti. 53 ans à conduire des véhicules, c'est seulement à l'âge de 67 ans que le natif de Bambey arrive à avoir son propre taxi. bi ma ko amee de moom yàggul moom parce que bu mooy calculé ci ñaari at lay toll yàgg naa télé bi moom waaye ba ma amee oto léegi wala mooy oto bii taxi bii ma yore waaw 2020 2021 daal boobu laay doog am oto oto bi nag mooy taxi bii ma yore nii léegi damaa nekk sama du ma ko bëggoon naa ko bay tudd sax waaye naa ko tudd waa ju baax la Mor Diallo la tudd ñeenti at laa yor otaam su ma continuer bu baax. Malheureusement, de nos jours, les jeunes conduisent mal et n'ont aucun respect, déplore le père de famille. njëkk bi dawal bi moom wax de yàlla moom neexoon na trop waaye jamono yi ñu toll nii dawal bi dafa sant nga loolu moom wax de yàlla waaye bu njëkkoon moom kër fee sax càll bi boo ko defee da ngay gis sa morom taxi ñëw gaare dimbali la boo mu secours mu jox la secours nga dem waaye léegi boo kër fee sax kee ngi lay xool pour jébbal client bi nga yeboon pour mu jéem koo jël dem ak moom ngor moo amatul ngor gi. Rattrapé par l'âge, Mor Diop ne peut plus se permettre les innombrables courses journalières, mais la bonne conduite sur la route reste de mise. Même bu ma amul otaat ma am oto bu gën bii ma yore même bu doon particulier sax ma mën ci clando di ci taaba di wut sama dépense waaye oto yi dafa diis ci man. Voir le portrait de Mor Diop, un doyen de la conduite. Au vu du portrait, Aïssatou Kane l'a fait pour nous et elle est déjà sur le plateau, bien sûr. Bonsoir Aïssatou. Bonsoir Awa. Voilà, au vu de ce portrait, la conduite n'est pas une partie de plaisir et c'est tout un art. Oui, j'avoue, mais comme vous le savez, on a vu qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prennent plaisir à conduire. Donc, nonobstant ceux qui ont péri dans la rue, certains, on a vu des accidents qui sont passés au détriment de ceux qui conduisent parce qu'ils se disent que la conduite est une partie de plaisir pour eux, malheureusement. Mais au-delà de ce plaisir-là, on voit que de plus en plus la conduite, c'est devenu indispensable, on peut dire. Mais conduire
nécessite aussi toute une sécurité derrière, c'est-à-dire prendre des mesures idoines. Et donc, on voit que les jeunes qui veulent peut-être conduire devraient plutôt voir connaître un peu plus tout ce qui est sécurité routière, code des collectivités territoriales qu'on a mis il n'y a pas longtemps aussi. Ils disent que de plus en plus, les jeunes ne prêtent pas attention à la conduite, au code de la route, et pourquoi pas prendre ça en compte. Et l'intérêt même du permis de conduire n'est pas de savoir conduire, mais de savoir bien conduire. Et il y a tellement de choses à prendre en compte aujourd'hui. Malheureusement, on l'a vu, le père de famille l'a dit tantôt, il n'y a plus de solidarité dans ce métier, et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc difficilement, on peut dire que ce n'est pas une partie de plaisir. Voilà, c'est aussi un métier où chacun roule pour soi. Il l'a souligné tout à l'heure, il cherche toujours son pain quotidien. Apparemment, il n'est pas facile de réussir dans ce métier-là. Oui, ce n'est pas du tout évident. Comme dans beaucoup de gens, on a vu leur parcours ici. Je fais une rubrique qui s'appelle Réussir au Sénégal. Ce n'est pas évident de réussir ici au Sénégal. C'est presque dans plusieurs métiers. C'est juste qu'il faut croire en soi. Et aujourd'hui, peut-être il a 67 ans. Il a passé toute sa vie durant à travailler dur. Il a dit 17 ans. 17 ans, c'est même pas l'âge légal pour conduire. Mais c'est parce qu'il n'a pas voulu rester sans pour autant travailler. Il a toujours cru qu'à partir de ce métier-là de chauffeur de taxi, il pourra s'en sortir. Mais jusque-là, peut-être il s'est offert un véhicule, mais ce véhicule-là, il dit qu'aujourd'hui ça ne l'arrange pas parce que c'est lourd pour lui, il n'arrive pas à subvenir à ses besoins comme il faudrait, faire des allers-retours comme il devait le faire avant, il pouvait le faire avant, il ne le fait plus. Donc peut-être aujourd'hui c'est persévérance et plus de solidarité entre camarades dans le milieu surtout les jeunes aussi, qu'ils sachent aussi que c'est un milieu qui peut-être voir le chauffeur aujourd'hui, comme le disait l'autre, c'est de loin la partie la plus dangereuse de l'automobile et faire beaucoup plus attention. Merci beaucoup Aïssatou Kane pour toutes ces précisions. Bouillon Culture. La suite de la Totale Dimanche, tout de suite. À présent, donc, tranche de vie, influenceur, agent commercial, mécène entrepreneur, les qualificatifs ne manquent pas. Il s'appelle Bathie Kane alias Bathie Drizzy, qui s'est fait un nom dans le milieu des influenceurs sénégalais. À la différence des autres influenceurs qui utilisent la vidéo, Drizzy s'est totalement démarqué et en prenant la plume à 31 ans, il devient l'un des influenceurs les plus connus dans ce pays. Son portrait est dressé par Alioune Sow. Moi, c'est Bathie Kane, plus connu sous le nom de Bathie Drizzy. C'est lui l'homme qui se cache derrière le clavier, un influenceur pas comme les autres. Au moment où ses confrères optent pour la caméra et le micro, lui, il prend sa plume. Drizzy explique les raisons de ce choix. Toute chose, il faut savoir se démarquer. Il faut savoir se démarquer. J'ai vu qu'il y avait Dour qui fait des vidéos et Mahfous qui faisait des vidéos. J'ai dit que bon, moi, je ne vais pas faire des vidéos. Je vais opter pour des textes. Et là, que les textes sont devenus viraux maintenant. Tout le monde le partage sur les statuts WhatsApp, sur les Snapchat. C'est pourquoi j'ai opté pour les textes, rien que pour se faire démarquer. Des mots qui touchent, des textes qui reflètent le quotidien des Sénégalais. Notre interlocuteur dévoile son secret. Ce qui m'inspire, je peux dire que c'est ce que j'ai vécu. Bon, il y a des textes où je l'ai vécu, il y a d'autres textes que bon, je vois qu'il y a des amis qui l'ont vécu et c'est là que je m'inspire parfois. Presque tout vient de la société sénégalaise. C'est pourquoi quand tu écris un texte, quelqu'un te dit que est-ce que tu ne parles pas avec moi ou bien qu'on t'a raconté ma vie alors que bon, je ne les connais même pas, mais bon, j'écris des textes et je sais que les gens seront visés. 5 ans dans le milieu, le clavier pour exprimer ses sensations, des milliers de followers à travers ses différents médias sociaux, ce qui lui a valu plusieurs distinctions. J'ai reçu presque beaucoup de distinctions. Déjà l'année dernière, j'avais reçu le meilleur influenceur sur Twitter par Pulse Influencer Awards. J'ai reçu aussi le Wurus Entrepreneuriat, à qui c'est l'agence Afrocom qui m'avait aussi décoré pour ça. Et j'avais reçu aussi beaucoup, je reçois souvent j'avais aussi reçu un diplôme attestation d'engagement par l'ONU Femmes. Vous connaissez aussi l'ONU. Donc j'ai reçu pas mal de distinctions grâce aux réseaux sociaux.
L'homme ne s'arrête pas juste au texte. Bathie Drizzy, enfant de la banlieue, est certes un influenceur, mais il est aussi un grand mécène. Chaque année, il fait des dons aux habitants de sa localité grâce aux réseaux sociaux. Depuis 2019, dans mon quartier, je donne aux enfants les fournitures scolaires. Ça, je l'ai accompli grâce aux réseaux sociaux. J'ai fait beaucoup de dons, comme par exemple de matelas, de moustiquaires, parce que là, j'habite à Pékin, dans la banlieue. Il y a l'inondation, il y a des quartiers, il y a des gens où, quand il y a l'inondation, ils vont perdre beaucoup de bagages. J'ai fait des dons de matelas, c'est tout ça. Je l'ai eu grâce aux réseaux sociaux. J'ai aussi créé ma marque de vêtements, marque Drizzy. Les réseaux sociaux aussi m'ont permis de découvrir une partie du monde. Bon, j'ai commencé à voyager. Un élève brillant, alors aujourd'hui la trentaine, il a dû arrêter les études pour faute de moyens. Le moment le plus embarrassant qu'il a vécu. Le moment le plus embarrassant, c'est le moment où j'avais quitté l'école. Je peux dire, parce que j'avais quitté l'école par faute de moyens. Et je ne voulais pas, et j'étais un élève très brillant. Bon, peut-être c'était le destin. C'est le moment qui m'avait plus marqué. Bathie Kane, alias Bathie Drizzy, agent commercial de profession et célibataire sans enfant, invite ses jeunes frères influenceurs à véhiculer des messages positifs et éviter de faire la promotion de l'homosexualité et de la drogue. La rubrique environnement qui parle jardinage ce soir, un métier prisé au Sénégal mais demeure un secteur souvent confronté à d'énormes difficultés, notamment le manque d'eau. Pour nourrir ses plantes, ce jardinier déploie d'énormes moyens pour avoir de l'eau, entre creuser des puits plutôt et utiliser des groupes électrogènes pour soutirer ou plutôt pour avoir de l'eau. C'est ce qui se répercute un petit peu sur son chiffre d'affaires dans le reportage que vous allez suivre, signé Ami Diouf. Ce jardin sur la corniche de Dakar ne passe pas inaperçu. Son attractivité, il le doit particulièrement à un homme. Ici, Demba Diom plante toutes sortes de fleurs. Mais derrière cette magnifique verdure se cachent d'énormes difficultés, parmi lesquelles le manque d'eau pour assurer l'arrosage. Presque 27 ans, j'ai fait 27 ans dans ce métier. Le jardinage est un travail très rentable. C'est notre gagne-pain. Mais nous sommes confrontés à d'énormes difficultés, surtout pour l'arrosage de nos plantes. Pour assurer la survie de ces plantes, ce jardinier trouve le liquide précieux dans ce puits, sauf qu'il est obligé de puiser de plus en plus pour avoir de l'eau avec l'aide d'un groupe électrogène, un moyen que ses autres collègues n'ont pas. L'eau est à la base du jardinage. Vu que nous n'en avons pas suffisamment, j'ai décidé de chercher un groupe électrogène pour installer une pompe qui sera alimentée par ce puits. Nous avons différentes plantes avec chacune ses qualités. Ainsi, nous avons des plantes désertiques. Elles ne consomment pas beaucoup d'eau, contrairement aux plantes aquatiques et autres. Et les moyens déployés pour avoir de l'eau impactent leur chiffre d'affaires. Tout le temps, presque. Chaque 10 jours, je consomme plus de 8000 francs d'essence pour alimenter le groupe électrogène. Le robinet ne peut plus assurer l'arrosage. La preuve, nos collègues qui sont à Saint-Lazare, leurs plantes tardent à se développer parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'eau à cause des coupures. Ce métier est à la fois passionnant et lucratif, mais les acteurs réclament un accompagnement de la part de l'État. Selon Demba, l'électricité fera l'affaire pour avoir suffisamment d'eau. Si on avait de l'électricité, cela pourrait faciliter notre travail. Nous avons fait des démarches à la Sénélec, mais n'avons jamais eu de retour. C'est désolant. Ils sont souvent jeunes et amoureux de cette nature généreuse.
Cependant, ces défenseurs de l'environnement rencontrent d'énormes difficultés pour rendre la ville encore plus belle, plus agréable, mais surtout verte. Ailleurs nous mène aujourd'hui au sud du Sénégal, créé en 1911 par Gorgui Samba Ndao. Djilakoun est situé dans le département de Bignona. C'est un village mystique qui présente plusieurs potentialités. Cette localité s'appelait Hamdallaye à ses débuts et a changé de nom pour devenir Djilakoun, ce qui veut dire prospérité, oui, en langue djola. Aujourd'hui, ce village centenaire dépourvu de toute infrastructure est déchiré par un problème de succession à la chefferie. Les précisions avec Hassan Ba et Daouda Sambou. Situé au cœur de Kalounaï à l'entrée de la commune de Koubalan, le village de Djilakoun est fondé par le vénéré Ella Samba Ndao sur l'ordre de son guide spirituel, Chérif Younous Aïdara de Banguer, dans la région de Sédhiou. Ce lieu a été bien choisi, selon les anciens du village. Le village de Djilakoun a été implanté depuis 1911 de sa sainteté, le vénéré Chérif Younous Aïdara de Banguer, de sa spiritualité. Il a balayé et ciblé, implanté le village de Djilakoun en 1911. Donc, qu'est-ce que c'est Djilakoun? Sa position géographique nord-sud, il a aperçu l'arbre qui est là, une composition tricyclique, trivégétale. 3 espèces arborales sont là, qui ont été la cible principale pour l'implantation de Djilakoun face au marigot qui est là. Le fondateur Ella Samba Ndao n'était pas venu seul à Djilakoun. Il était accompagné du bras droit de son guide spirituel pour l'aider à dénicher le site. Il a envoyé ici son bras droit, son fils, l'honorable chef Bachir Aïdara, accompagné de son talibé Samba Ndao, qui est le représentant ici à Djilakoun. C'est le propriétaire foncier à Djilakoun accrédité par les populations réceptives de Koubalan. Les gens sont venus de divers horizons pour habiter dans cette localité très convoitée grâce à ses nombreuses potentialités. Nous pouvons prendre le mouvement des populations depuis les temps anciens, le mouvement des populations nord-sud dans l'histoire du royaume de Gabou. Et de Gabou nord, c'est le retour. C'est ce qui justifie l'orientation géographique du village, accès nord, descente sud, progression urbaniste, sud, nord, est, ouest. Les 2 frères avaient obtenu l'aval de Koubalan pour occuper ce site qu'ils ont tant recherché à travers les signes. Koubalan qui a donné son site, le site de Djilakoun, au vénéré Chérif Aïdara et son talibé Samba Ndao. Donc ils sont 2 frères, Ndao et Aïdara. Ce qu'ils nous ont dit de leur histoire, Ndao et Aïdara sont comme l'eau, le sucre. On ne peut pas dissocier l'eau du sucre. Cette localité se caractérise aussi par son brassage ethnique qui a démarré depuis 1911. Nous sommes dans un brassage polyethnique. Il y a des Sissé, des Ndao, des Sagnans, des Koli, des Djeyou, des Gassama, des Dramé, des Goudjabi, des Sonko, des Ba, des Koté, des Traoré, des Sané. Nous constituons la famille biologique de Djilakoun. Aujourd'hui, ce village est confronté à un problème de succession pour la chefferie depuis le début des années 1990. Nous avons dit que depuis notre connaissance, depuis notre naissance ici, nous avons trouvé une succession hiérarchique parce qu'il y a une propriété qui est là, effectivement, qui a voulu que Samba Ndao soit le premier venu et qu'il soit bien accueillant à accueillir n'importe quel venant pour l'insérer dans sa famille. Et c'est pour cela que, depuis sa première succession, Babou Ndao, c'est son fils aîné, à sa descente, il y a eu son jeune frère, Omar Ndao. Après Omar Ndao, ça a commencé les problèmes, les années 92, que nous sommes restés ici, presque 5-10 ans,
pour confirmer Ousmane dans ses droits. Malgré qu'il soit un village centenaire, Djilakou ne dispose toujours pas de routes praticables, une situation qui freine son développement malgré les nombreuses potentialités dont il dispose. C'était Aïra et c'est ce qui met un terme à cette Total dimanche. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes d'ITV.